la Nyanga autrement. LNTV, la Nyanga autrement. À chaque saison sèche, de nombreuses familles quittent leur lieu de résidence pour une autre destination. D'aucuns rendent visite à leur famille, bien que d'autres préfèrent passer les vacances ailleurs après 9 mois de travail. Une occasion pour les agences de voyage d'augmenter leur chiffre d'affaires. Mais cette année, pour certains chefs d'agence, l'activité est en baisse, même si on enregistre quelques clients. Bon, vraiment, le chiffre d'affaires aussi, bon, vu que les choses aussi changent. Il y a la route qui est en train de se faire, parfois il y a maintenant les particuliers aussi. Font la route, donc le chiffre d'affaires n'est plus comme hier. Aujourd'hui, ça a quand même un peu baissé. Les bagages, parce que ici, nous avons que les bus. Et les bagages ici, ce sont les sacs de nourriture. Donc, on a vraiment des difficultés avec les bus. Dès lors où les pick-up ne font plus trop Libreville, parce que hier, c'était les pick-up qui faisaient Libreville. Maintenant, aujourd'hui, on a maintenant les bus. Parmi les difficultés évoquées, la taxe de la mairie, qui est obligatoire, mais qui semble agacer les clients. Beaucoup de gens se plaignent sur ça. Déjà que nous, qui ramassons cet argent, les gens se plaignent que il n'est pas propre, il ne faut pas quelque chose avec cet argent. Donc nous, on a décidé, on a fait plusieurs réunions de paix, toujours. Bon, dans la logique, la taxe de la mairie, ce n'était pas nous à l'agence. Dans la logique, quand nous on charge, il y a la barrière où la mairie devait récupérer leur taxe. Mais la mairie aussi veut nous mettre là-dedans. Là, ça, c'est pas notre travail. Parce que nous, ici, le billet, c'est 15 000. Maintenant, la taxe de la mairie, ça, c'est autre chose. Ou soit eux-mêmes, la mairie devait avoir peut-être un représentant ici à la gare. Et le représentant devait prendre déjà sa taxe une bonne fois. Parce que c'est nous mettre encore en conflit, parce que les clients aussi coupent. Pour un chiffre d'affaires bien mérité, les chefs d'agence attendent les nouveaux bacheliers qui devront se rendre sur Libreville. Si la SG coupe l'électricité et sort des grosses factures même quand un compteur d'eau est coupé, que dire des fuites qui augmentent les factures, bien qu'elles soient avant compteur? Parfois, il n'existe aucun compteur, comme vous le voyez ici. Malgré les interpellations, la Société d'eau et d'énergie du Gabon ne fait pas cas. Au contraire, rendez-vous la fin du mois pour s'acquitter des factures et à des coûts insupportables. À tout moment, quand il y a des fuites, partout ils ont placé leur conduite, à beau les interpeller, ils ne viennent pas toujours arranger la situation. Et parfois, c'est maintenant les propriétaires de cours en question qui subissent parce que l'eau envahit les parcelles. Non, ils disent que non, ça c'est avant compteur, donc il n'y a pas de danger. Et par contre, quand au finish, quand on va, nous avons des compteurs, on va à la fin du mois pour aller régler les factures. On trouve que toujours il y a des factures faramineuses, on ne sait pas de là où sortent ces factures. Une situation qui déplaît certains voisins qui ne peuvent que constater les dégâts. La présentation des masques pour nous, aux populations, est une initiative des jeunes artistes récemment formés à leur fabrication. Grâce à cette formation, ils ont appris à sculpter, à couper le bois et à maîtriser plusieurs autres techniques, acquérant ainsi les rudiments nécessaires pour créer ces œuvres traditionnelles. Après 4 semaines passées par la formation de nos jeunes sur les techniques en poterie, couronnées par la remise des certificats sanctionnant non la fin de celle-ci. Cette formation a permis de donner les rudiments nécessaires et valoriser les savoir-faire de nos enfants. L'objectif était de valoriser leur savoir-faire, promouvoir la culture ninoise et inspirer la transmission de ce précieux patrimoine aux générations futures. On ne coupe pas du bois facilement comme ça. Il faut faire un rituel avant de couper du bois et c'est ce que les enfants ont appris. Donc non seulement c'est spirituel aussi et en même temps ils ont appris aussi à sculpter. Donc ils ont appris toutes les techniques et j'ai appris aussi aux enfants qu'il est plus facile à sculpter aussi avec le feu. Donc on a mis des outils au feu pour pouvoir faire des tresses et tout. Donc vraiment je suis très content parce que normalement j'ai sculpté seul. Je ne voulais pas, lorsque les personnes venaient me trouver à la télé pendant que je sculptais. À travers ces masques pour nous, ces jeunes artistes ne se contentent pas de créer, ils font vivre la culture ninoise et ouvrent la voie à une nouvelle génération fière de ses racines. Stéphane Munjo, délégué UDB du 1er arrondissement, a procédé à l'installation des responsables des zones et des quartiers de la circonscription politique. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux responsables politiques du parti,
ainsi que des militants venus témoigner leur soutien. Nous avons installé les délégués de zone et les délégués des quartiers qui vont, à leur niveau également, amener le parti vers les populations. L'objectif de ces installations est de ratisser large pour engranger de nouvelles victoires et d'annexer les quartiers de la commune de Mouila. Les délégués de zone et des quartiers, nouvellement installés, ont exprimé leur satisfaction afin de faire partie de cette grande famille et d'affirmer leur engagement sur le terrain. Le premier travail déjà, c'est d'intensifier, de ratisser large, d'aller vraiment vers les populations. Je suis satisfait de savoir que je peux compter parmi ces personnes et que le président Brice Clotaire Oligui-Nguema peut compter sur nous. Le rôle d'un délégué de zone, c'est effectivement travailler avec les délégués de quartier. Il faut maîtriser le terrain. Et à travers d'abord les différents coins des quartiers, voilà pourquoi il y a des délégués de quartier. Et c'est le travail avec ces délégués de quartier-là qui se repose sur le délégué de zone pour accompagner l'action du délégué d'arrondissement. Cette initiative vise à fédérer et renforcer la présence de l'UDB dans la région. Les nouveaux responsables sont appelés à promouvoir les idées du fondateur, Brice Clotaire Oligui-Nguema, et à mobiliser les populations pour de futures échéances électorales. L'enthousiasme palpable lors de cet événement laisse présager un dynamisme renouvelé pour l'Union démocratique des bâtisseurs à Mouila. Journée de sensibilisation sur le foncier à l'initiative du préfet du département de Leboumi, Jean-Pierre Abissaï. Cette rencontre qui s'inscrit contre l'occupation et la vente illicite des terrains dans sa circonscription. Accompagné du tribunal de première instance de Franceville et le service provincial du cadastre, a mobilisé le personnel de commandement, élus locaux chefs de service, ainsi que les auxiliaires de commandement. Des occupations anarchiques et non réglementées, des étendues de terre et des plaintes récurrentes au sujet du foncier viennent de tout notre département, mais surtout des communes de Mwanda et de Mounana. Ce désordre foncier est devenu un scandale public dans notre département. Le représentant du directeur provincial du cadastre est revenu sur la pratique de certains auxiliaires de commandement. Le service départemental, par exemple, a un projet dans un endroit, les chefs de quartier bloquent, les villageois bloquent, ils se disent propriétaires. Mais c'est parce qu'on n'applique pas la loi. La présidente du tribunal de première instance de Franceville a invité les uns et les autres à une prise de conscience. Le foncier occupe une place prépondérante dans la vie de notre cité. Soit, ce que nous pouvons déplorer, c'est les mauvaises pratiques que monsieur le préfet a dénoncées tout à l'heure lors de son propos. Nous sommes donc ici pour, comme on dit, en langage trivial, pour essayer de remettre les pendules à l'heure. Parmi les interventions, celle du vice-président du tribunal a également édifié l'auditoire. Il ne faut oublier aucune partie de ces combinaisons intégrales. Les soignants sont désinfectés entre chaque entrée et sortie des tentes qui abritent les patients atteints du virus Ebola. Cette clinique de Médecins sans frontières a doublé son nombre de lits ces derniers jours. Les responsables de l'ONG se préparent au pire. La transmission s'est intensifiée. Et ce que nous observons en termes de nombre de cas n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'ampleur réelle de cette épidémie reste encore inconnue. Au moins 192 patients sont déjà morts de la souche Bundibugyo du virus. Le Centre africain de contrôle des maladies affirme que l'épidémie pourrait être pire que celle de 2014 en Afrique de l'Ouest, la plus meurtrière jamais enregistrée, avec 11 000 victimes. Selon la Croix-Rouge, la crise pourrait se prolonger encore 1 an. Il est difficile de faire des prédictions après 1 mois, compte tenu aussi de la difficulté d'avoir des chiffres confirmés, du fait aussi de l'insuffisance des tests qui sont réalisés. Mais de toute évidence, eh bien, nous courons plutôt après l'épidémie et le pic n'est certainement pas encore atteint. Les 3 provinces touchées, l'Ituri, le Sud et le Nord Kivu, comptent 15 millions d'habitants.
Les cas contacts pourraient se compter en dizaines de milliers selon le Centre africain de contrôle des maladies. Il n'existe ni vaccin ni traitement contre cette souche rare. À 1800 km de là, dans la capitale Kinshasa, où aucun cas n'a été détecté, ce virologue pionnier de la recherche sur Ebola compare les différentes souches. Ce virus est moins pathogène, moins létal que Ebola Zaïre. Dans notre série actuellement, nous sommes, je crois, à 20% des taux de létalité. Alors si c'était Ebola Zaïre, on aurait eu peut-être 80%. Un mois après l'alerte sanitaire internationale lancée par l'OMS face à Ebola, de nombreuses organisations humanitaires s'inquiètent de la forte croissance de nouveaux cas confirmés jour après jour. Au pied des collines, les cerises de café ont viré au rouge. L'annonce de la saison de la récolte. Depuis le mois de mars, dans l'ouest du Rwanda, les sacs de grains convergent par dizaines vers la Kopakaki, la coopérative de café de Kibuye. D'abord pesés, les sacs sont ensuite contrôlés par Moses Bonimpaye. Vous voyez qu'il y a beaucoup de café, des grains de café qui sont noirs. Alors quand ça soit noir comme ça, c'est la signe qui montre que le café a été récolté en pétale. On va acheter au bon prix pour masser à peu près 1000 francs. Soit 58 centimes d'euros le kilo. Une fois trié, lavé puis séché, Moses espère le revendre entre 6 et 7 euros. Le terroir de l'Ouest, c'est favorable parce que le café est cultivé à l'altitude de 1200 en 2200. Comme ça, c'est la bonne altitude donc pour la meilleure qualité de café. Microclimat, haute altitude, sol volcanique, le terroir de l'Ouest rwandais attire depuis 2023 un projet d'indication géographique porté par le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Mais alors que la zone en cours de labellisation se situe sur les rives du lac Kivu, face à la République démocratique du Congo, une question se pose. Comment éviter que du café du pays voisin ne soit ajouté à la production rwandaise ? Pour cela, le CIRAD enregistre un à un les champs de café présents dans la zone, ainsi que leur capacité de production. On est venu prendre des informations sur votre café dans le cadre du projet d'indication géographique. J'aurais besoin de votre carte d'identité. Combien de pieds de café avez-vous ? 1000 pieds. Si le volume livré dépasse la capacité de production annuelle d'une parcelle, le CIRAD reçoit une alerte et peut, après enquête, ne pas labelliser le café. Ça nous aide à savoir exactement la localisation du café, son producteur et si la production livrée correspond à la réalité. L'an dernier, c'est arrivé que quelqu'un aille dans le pays voisin pour y acheter du café et l'importer dans le circuit rwandais. Ce n'est vraiment pas bon pour nos coopératives. Pour le Rwanda, l'enjeu est de taille. La traçabilité déterminera la crédibilité de sa filière café. Arrivé au pouvoir en juin 2020, après le décès soudain de son prédécesseur, Évariste Ndayishimiye dirige toujours le pays le plus pauvre du monde. Le revenu par habitant y dépasse à peine $350 par an, soit moins d'1 euro par jour. File d'attente aux arrêts de bus, pénurie de carburant. 6 ans après, le quotidien des Burundais reste rude. Un constat que l'opposition juge sans appel. Dans des termes les plus clairs, je dirais que le bilan du président Ndayishimiye est très sombre dans tous les domaines, que ce soit politique, économique, social. On a connu des carences de produits de première nécessité, notamment le carburant, les médicaments, le sucre et d'autres produits. Donc, on a connu une cherté de la vie où les personnes qui vivent dans les grandes villes ne peuvent plus joindre le début du mois. Côté économie, le tableau est plus nuancé. L'inflation qui frôlait les 45% début 2025 est retombée autour de 11% début 2026, selon le Fonds monétaire international. Une accalmie, mais les prix des produits alimentaires continuent de peser lourd sur les ménages. Les partisans du président, eux, défendent surtout des avancées sur la sécurité et la stabilité.
Tout n'est pas rose, il y a des choses qui ont été réalisées positivement, notamment au niveau de la sécurité, au niveau de la paix, de la stabilité du Burundi, de la stabilité de notre région, de la cohésion sociale, mais au niveau économique, il y a des défis qui sont posés, non seulement au niveau du Burundi, mais au niveau mondial, et ce sont des effets collatéraux, des effets indirects dus aux différentes guerres dans le monde, notamment au Moyen-Orient, en Ukraine, etc. Longtemps isolé sur la scène internationale, le Burundi opère un retour remarqué. Depuis février, le chef d'État burundais préside l'Union africaine pour un mandat d'1 an. Reste désormais l'échéance de 2027. Son parti au pouvoir sans partage depuis 2005 l'a déjà désigné candidat. Face à une opposition affaiblie, il fait d'ores et déjà figure de favori. LMTV, la Nyanga autrement. LMTV, la Nyanga autrement.